La caserne Foy est construite en 1859, sous Napoléon III, à l'emplacement de l'ancien couvent des Cordeliers. Son nom vient de Maximilien Sébastien Foy, né à Ham le 3 juillet 1775. Distingué à la bataille de Jemappes en 1792, chef d'escadron avant ses 20 ans, le jeune général Bonaparte le choisit comme aide de camp. Nommé général en 1808, il participe aux guerres d'Espagne. Lors de la bataille de Waterloo, il reçoit sa 17e blessure. La caserne Foy loge un bataillon du 120e régiment de ligne, ainsi que le 16e RTI, des territoriaux, que l'on appellera plus tard des réservistes. Son entrée principale se situe rue Béranger. En 1870, elle abritera jusqu'à 3000 hommes. Notre peintre et dessinateur péronné, Alfred Rey, nous en laissera ce souvenir. Voici la veste réglementaire, modèle 1893, d'un lieutenant du 120e. Le numéro du régiment est cousu sur le col. Arrivés à la gare de Péronne par le train, les réservistes se rendent à la caserne toute proche pour le recensement. Une fois inscrits, ils sont dirigés vers leur cantonnement, à la caserne ou au faubourg de Bretagne. Rendus au cantonnement, ils touchent leur équipement. L'habillement se fait immédiatement, à l'extérieur si le temps le permet, sous l'œil attentif des gradés et des anciens. Près de la porte du faubourg de Bretagne se trouve l'une des poudrières de la caserne, le magasin d'habillement, ainsi qu'un cantonnement de réservistes. Dès leur arrivée, tous les futurs territoriaux sont dirigés vers leur logement. Enfin, soldats, les terribles toriaux, c'est le nom qu'ils se donnent, peuvent exécuter leur période, participer aux manœuvres et défiler. Après être passé par le magasin d'habillement, le drapeau français est maintenant présenté sur la grande place aux réservistes. Le trompette solo entonne alors le refrain du régiment, quand le 120 a pris son quart de vin. Logement des réservistes du 120e. Les réservistes venant effectuer leur période font l'animation de la ville. Les commerces étaient prospères, les cafés, très nombreux. À cette époque, le seul moyen de communiquer avec ses proches était le courrier. Le nombre important de cartes postales anciennes de Péronne que l'on trouve encore de nos jours provient en grande partie de la correspondance des soldats avec leurs familles. Les travaux ménagers, chambres et popotes, sont assurés par les soldats. Ce groupe affecté aux cuisines pose avec des légumes. Certains militaires, couteaux et patates en main, sont de corvées de pluche. Ici, dans la cour du château, qui sert de magasin militaire à la caserne, et qui possède aussi des fours à pain, mitrons et militaires s'activent à la distribution des miches encore chaudes. Au cantonnement du faubourg de Bretagne, le maître de balai en blanc est entouré de ses collègues troupiers, baïonnettes au fusil. Cantonnement des troupes à la caserne. Le bâtiment du fond
et celui de la gendarmerie. La caserne n'est pas assez grande pour loger tous les réservistes qui viennent effectuer leur période. Des locaux, ou plutôt des hangars, route de Douai, près des abattoirs, seront construits vers 1905. Les soldats sont habillés, logés, nourris aux frais de la nation, ce qui suscite parfois bien des envies parmi une population déshéritée. Sur cette carte postale, des indigents au cantonnement réclament les gamelles des réservistes. Pour d'autres, la société coopérative, le foyer des fonctionnaires, dépendant de la caserne Foy, dont voici le magasin d'épicerie, vend à bon prix denrées fines, alcools et tabac. La boucherie de cette même société coopérative, le foyer des fonctionnaires, se trouve en face, rue Béranger, entre l'hôtel des voyageurs et le café Ravenel. Ici, le magasin de la boucherie. Pour annoncer cette institution, une pancarte pendue à un bâtiment de la caserne portera les inscriptions suivantes. Société coopérative, achat en commun, le foyer des fonctionnaires, épicerie, boucherie, charcuterie, charbon, fourrage, essence. Majestueux, grandiose et millimétré, sur la grande place, départ du 120e de ligne pour les manœuvres. Le 120e de ligne en manœuvre en plein soleil. Les hommes s'en protègent comme ils peuvent. En manœuvre, l'hiver, entre Bouchavennes et Hallennes. Enfin, la pause. Alfred Ray, par une illustration, nous signale le champ de manœuvre de Nullsifrotte. C'est à Cléry, bien sûr, qu'il se trouve. Après l'effort d'une marche soutenue pour atteindre le stand de tir d'haleine, la cantinière distribue en réconfort une ration de vin, et plus pour les assoiffés. Après le réconfort, on s'entraîne au tir, noté par les gradés. Viser juste, en toutes circonstances, c'est primordial pour un militaire. Alfred Ray, par un dessin, immortalisera le champ de tir d'haleine. Exercice d'embarquement en gare de Péronne-Flamicourt. L'embarquement des militaires dans le train doit se faire dans l'ordre et le plus rapidement possible. Vous appelez ça de l'ordre? Au rapport ce soir, dans mon bureau. Rompez. Mon colonel, tout s'est bien passé. L'embarquement est terminé. À vos ordres. Le 120e est de retour des manœuvres par le quartier Saint-Sauveur. Ici, c'est par la grande place qu'il rentre de manœuvre. Revue du 14 juillet 1909. Défilé de la garnison devant le colonel et les autorités civiles et militaires. Remise de décoration par le colonel du 120e. En ce jour de fête nationale, la caserne est décorée de verdure.
Distribution des fusils à l'Arsenal, rue de la Maîtrise. L'activité de la caserne serait incomplète si l'on oubliait l'Arsenal, encore appelé magasin d'artillerie. Les armuriers militaires entretiennent et remisent en sécurité les armes des soldats. Assis sur un banc, dans la cour de l'Arsenal, certains militaires arborent 302 sur leur veste. C'est le nombre de jours qu'il reste à faire avant la quille. Alfred Ray nous dessinera le magasin d'artillerie, pavoisé du drapeau tricolore. Exercice au cantonnement militaire avant 1910. Après la distribution des fusils, les terribles toriaux, comme ils se nomment entre eux, manifestent leur hargne et puissance par le maniement des armes. Le capitaine Mill, à la tête de sa compagnie, passe ses troupes en revue dans la cour de la caserne. Revue des troupes et présentation du drapeau. Le rapport dans la cour de la caserne. Les militaires disposent de plusieurs stands de tir. Celui-ci est situé au CAM, dans les fossés des fortifications à proximité de la tour hangar. Distribution de cartouches au stand de tir du CAM. L'entrée du stand de tir du Santerre. À gauche, le vélodrome. Ce stand de tir moderne est situé sur la route de Mont-Saint-Quentin, à proximité du champ de manœuvre. Son inauguration a eu lieu le 25 mai 1902. Une médaille commémorative avait été frappée pour célébrer cet événement. L'intérieur du stand de tir du Santerre. Les militaires s'entraînent avec le matériel le plus récent, des cibles électriques Chevalier. Ce pas de tir est aussi accessible aux civils. À l'extérieur, 200 et 300 mètres devant, nous voyons les fameuses cibles Chevalier. De 1886 à 1890, le lieutenant-colonel Lebel, l'inventeur du célèbre fusil à chargeur, a été affecté à Péronne au 120e. Revue des troupes sur la Grande Place. Soldats sur la Grande Place en 1890. Si l'on prête attention, nous constatons que la statue de Marie Fourré n'est pas encore érigée sur la place du marché aux herbes. Souvenir du 16e territorial, période du 2 au 10 juin 1909. Lors de courtes permissions, les militaires se répandent en ville. Verre en main pour certains, bouteilles de vin sur la table, ces soldats du 16e territorial consomment devant le bistrot. Péronne, le 17 octobre 1908, 4 heures du soir. Chers parents, chères sœurs, contrairement à ma lettre, je suis obligé de vous annoncer que les Bleus n'ont pas encore de permission de 24 heures. Nous avons jusqu'au 25 octobre que la permission de la journée, le dimanche. Le sergent-major a fait tout son possible pour nous faire avoir des permissions de 24 heures, mais il n'a pas réussi, puisqu'au rapport ce matin,
on nous a annoncé que les Bleus ne pouvaient en obtenir. Enfin, j'espère bien aller vous voir samedi prochain. J'espère que vous êtes tous en bonne santé, tous les trois. Quant à moi, je me porte toujours bien, j'ai bon appétit, je dors bien, etc. Je ne m'ennuie pas trop, mais ça me fait tout de même mal au cœur en ce moment, à 4h15, de voir les anciens partir pour 24 heures. Enfin, en attendant samedi soir, votre fils et frère qui pense à vous et vous aime pour la vie, en vous embrassant bien fort. Ernest. Samedi prochain, si tout va bien, Ernest sera parmi ce régiment de permissionnaires qui attendent le train pour quitter Péronne. À la veille de la Grande Guerre, le bataillon du 120e régiment d'infanterie cantonné à Péronne quitte la ville pour rejoindre Stenay dans la Meuse et sera remplacé par un bataillon venant d'Amiens, le 72e régiment d'infanterie. À cette occasion, le bâtiment sera surélevé d'un 3e étage. Le capitaine Capel, le lieutenant-colonel Laitier et le commandant Courtin, en tête du 72e régiment d'infanterie, traversent le pont Saint-Nicolas. Lors de la guerre 14-18, les Bavarois occuperont la caserne en Kriegs-Lazarett, hôpital de guerre. Après avoir délivré la ville, les Australiens utiliseront ce qu'il reste de la caserne très délabrée comme dépôt de matériel. La paix revenue, la caserne sera démolie. 70 ans après sa construction, il ne restera aucune trace du bâtiment. Seul souvenir, cette plaque, apposée à l'entrée du château devenu historial de la Grande Guerre, honorant les anciens combattants des 120e, 320e régiments d'infanterie et 16e régiment territorial d'infanterie, nous rappelle que cette citadelle servait de dépôt à la caserne